On ne peut parler de l'histoire de Saint-Martin sans parler de ses deux grands maîtres. Le premier était Martinez de Pasqually, qui était un homme mystérieux dont en fait on connaît très peu de choses sur sa vie privée. Il se faisait même parfois appeler Jacques de Livron, Lioron, ou Joachim de la Tour, ou encore la Tour de la Case, de Las Casas ou Las Casas, donc il changeait même parfois de nom. On dit de lui qu'on savait lorsqu'il arrivait, mais on savait jamais d'où il venait ou il partait par la suite. On sait par contre qu'il est né en 1710 à Grenoble et qu'en 1737, il a débuté une carrière militaire à Édimbourg. C'est en 1754 que les premières traces de sa propagande vont apparaître en France, à Marseille, à Lyon, Narbonne, Foix, Toulouse, Lyon et Paris. Il fréquente des loges maçonniques et il va recruter des gens pour son ordre des édicolènes. On sait aussi que c'est en 1763 qu'il va présenter à la Grande Loge de France une patente maçonnique délivrée à son père par la Grande Loge de Stuart en 1738 et signée de la main même de Charles Stuart, qui était roi d'Écosse, d'Irlande et d'Angleterre, et ensuite transmise à Pasqually. À partir de ce moment, une dizaine de temples d'édicolènes vont s'implanter un peu partout en France. C'est en 1768 que Pasqually et Saint-Martin se rencontrent. Comme nous avons déjà dit, en 1771, Saint-Martin va quitter sa carrière militaire pour devenir le secrétaire particulier de Pasqually et en 1762, avec son aide, avoir les premières passes. La doctrine de Pasqually se trouve principalement dans deux types de documents. Le premier dans son livre, La réintégration des êtres, et dans le deuxième, dans les rituels de l'ordre des chevaliers édicolènes de l'univers. Dans son livre, il va y avoir toute l'explication, toute une cosmogonie des deux chutes de l'humain et par le rituel, le chemin du retour vers cette réintégration. Lorsque le mineur aura vaincu les puissances matérielles, il va pouvoir de nouveau rentrer en contact direct avec l'esprit majeur et son ange initiateur. Il va pouvoir communiquer avec lui sous forme de signes, de symboles, qui va le conduire à la réintégration. Pour Pasqually, l'ordre des chevaliers maçons et édicolènes de l'univers est une véritable prêtrise, dont le mot Cohen lui-même veut dire prêtre, dont les premiers degrés, les degrés de base, vont être davantage maçonniques, mais les degrés supérieurs ne le sont plus à proprement dit, puisqu'ils vont vraiment mettre en jeu un rituel et surtout une pratique concrète théurgique. Donc, la personne va savoir si est sur le bon chemin par la communication symbolique qu'il va entretenir avec les anges, ce langage qui est appelé les passes par les édicolènes, dont la signature des anges par des glyphes lumineux et visibles ou encore des sons vont apparaître. Le secret des opérations théurgiques de Pasqually est donc d'arriver à s'approcher de la réintégration avec l'aide et la guidance des anges, dont l'apparition de leur signature signifie leur coopération que la personne est sur la bonne voie. Pasqually fut considéré le plus grand initié rencontré par Saint-Martin, qui ne renia jamais son maître et son enseignement. Malheureusement, en 1772, Pasqually part pour Saint-Domingue dans le but de recueillir un héritage où il va mourir. Saint-Martin perd donc son premier maître. Je reviendrai plus tard sur les influences particulières de la maçonnerie sur le martinisme. Allons plutôt voir le second maître de Saint-Martin. En fait, il n'a jamais rencontré son second maître puisqu'il a vécu dans les années 1500, donc bien avant Saint-Martin. Mais il va être mis en contact à ses écritures par Madame de Vauquelin et Rodolphe Sassmann. Ils vont enfin y trouver un mystique comme lui et comprendre toute la profondeur de ses écrits. D'ailleurs, il va apprendre l'allemand pour pouvoir traduire la majorité des écrits en français, traductions qui sont encore considérées aujourd'hui comme les meilleures. On parle évidemment ici de Jacob Böhm. Jacob Böhm est né en 1575. C'était un simple cordonnier et un commerçant chrétien, fidèle lecteur de la Bible. D'ailleurs, son œuvre est remplie de citations bibliques. Par contre, les luttes et multiples disputes théologiques de sa période le poussent à s'éloigner des querelles pour simplement chercher la vérité par la prière. Si on laisse de côté sa première vision préparatoire dite de la montagne creuse, c'est en 1600 que Böhm reçoit vraiment sa première grande vision et illumination, en regardant le reflet d'un rayon de soleil sur un pot d'étain. Et on voit déjà la profondeur de sa mystique lorsqu'il va dire
En un instant, j'ai vu le commencement et la fin de chaque chose, et l'engendrement de la Trinité. Il dit aussi avoir vu la naissance de la vie au milieu des morts et à la résurrection. Et dans cette lumière, mon esprit a tout de suite vu à travers toutes choses, et dans toutes les créatures, et aussi bien l'herbe et dans tout ce qui pousse, a reconnu Dieu, ce qu'il est, comment il est, et quelle est sa volonté. Mais pour éviter des problèmes, il va quand même se retirer, se taire, pour ne pas être traité d'hérétique, et va garder le silence pendant plusieurs années. En 1610, une autre révélation va lui venir et bouleverse tellement qu'il va se remettre à écrire à ce moment-là. Et ce qui est particulier et particulièrement intéressant dans ses écrits, c'est qu'il ne donne pas seulement des enseignements littéraires, mais il va donner vraiment des outils opératifs pour que les gens puissent vivre sa propre révélation que lui-même a vécue. En janvier 1619, il y a une autre illumination, il va en avoir quelques-unes, dont celle de 1623 où il va écrire le Mysterium Magnum, qui est son œuvre principale. Pour plusieurs, si Plotin est le père de la pensée ésotérique, Boehme va avoir créé un courant théosophique qui va nourrir tout l'ésotérisme chrétien. Il serait donc le père de l'ésotérisme moderne.